On va faire comme d'hab, on va commencer US. Toujours, on va dire, c'est eux qui fait toujours la température, hein. Alors, malgré le fait qu'il ne s'est pas passé grand-chose, on a quand même eu des signaux, enfin des datas niveau économique pour savoir justement si l'économie allait bien ou non. Notamment, on avait la semaine dernière, comment je pourrais faire 15 au 22, ça. On avait eu le 15, donc le 15, on avait eu un marché qui avait push, parce que justement, on s'attendait à une prévision du chômage à 236 000 personnes, on en a eu 227. Alors directement, effectivement, le marché a push. Aujourd'hui, pareil, hein, autre jeudi, autre chiffre de l'emploi. Une estimation à 232, on a été à 232. Donc en soi, on est absolument dans les cordes en termes d'inscription au chômage. C'est clairement la chose qu'on regarde à mort en ce moment, avec effectivement l'inflation. Donc c'est extrêmement intéressant à regarder. Maintenant, voilà, il y a toujours la question, pourquoi on regarde l'emploi, pourquoi on regarde l'inflation? Bon, l'inflation, forcément, c'était l'ennemi numéro un qu'on avait sur les marchés financiers il y a maintenant 1 ou 2 ans. Il s'est résorbé, on arrive à avoir un chiffre, je ne sais pas si depuis, on a le IPC, on n'a pas le IPC américain, mais si je peux le mettre, inflation rate, je pense que vous le savez, mais voilà, on a une inflation américaine qui est à 2,9, je crois même qu'on a chuté vers les 2,6, actualisé daily, plus, bien sûr. Donc on arrive à aller justement vers l'objectif des 2, 2,5, ce qui est déjà extrêmement bien, sans que quelque chose ne casse. Donc qu'est-ce qui pourrait casser? Typiquement le chômage, avec un chômage qui pourrait skyrock et justement prévoir justement une récession à cause de ce chômage qui monte en flèche. Parce que la santé économique des boîtes, ils ralentissent, donc derrière ils sont obligés de licencier. Cependant, on a eu un chiffre, justement, je crois que c'était le 8, qui était effectivement un peu craignos. C'était pas le 8. Alors attendez, hop, non, le chiffre a été tombé avant, c'était 1,22. On avait eu un très mauvais chiffre, je me rappelle. Voilà, on a eu une inscription au chômage, le 1, qui était déjà extrêmement mauvaise, hein. On prévoyait 236 000, on a eu 250. Et aussi, donc ça c'était bon. L'IPC Core américain qui était totalement dans les cordes, donc ça c'était parfait, parfait. Et après, les autres chiffres d'inflation se sont calmés. Mais on peut voir en fait effectivement que quand on dézoome, on est clairement en plein emploi, hein. Donc on a eu le problème, on a un peu le pic du Covid qui est un peu. Mais si on met un unemployment rate, hop, le unrate, on voit typiquement qu'on est quand même dans une phase de plein emploi, mais il y a une accélération à la hausse au niveau de son emploi. Parce que de toute façon, le marché du travail fait deux choses. Soit on a du plein emploi et on tend vers zéro, bien sûr on n'arrive jamais à zéro, hein. Soit il en monte, hein. En soi, on a vraiment ces deux vagues-là, hein. Il n'y a pas de je monte, je baisse, je monte, je baisse. Souvent, quand on dézoome, on voit vraiment un peu justement le marché réel, hein, de l'emploi. Et on peut voir en fait typiquement que l'emploi est passé de 3,5 à 4,3. Donc typiquement, ça reste quand même une assez forte hausse qui pourrait justement inciter les gens à penser qu'on arrive justement dans une phase d'emploi, de sans-emploi qui va continuer à la hausse et typiquement casser et créer une récession. Typiquement, on a mis ça en phase, on a mis les barres un peu à l'époque. Typiquement, si vous voulez superposer au S&P, si vous mettez au S&P, effectivement, c'était une période de récession qui a précédé une récession. Le marché de l'emploi qui casse, boum, grosse dégringolade sur les marchés. On va pas expliquer le pourquoi du comment, hein, ça c'est logique, hein. Donc là, on est toujours à 4,3. Donc la question, justement, c'est le prochain chiffre de l'emploi, à combien on sera? On a des chiffres intermédiaires qu'on a tous les jeudis. Donc typiquement, on l'a aujourd'hui, hein, 232 000. Donc on peut voir qu'on a un peu une tendance haussière, hein, qui se fait aussi. On commence à remonter peu à peu. Donc la question, ce sera justement semaine prochaine. C'est pas semaine prochaine. C'est typiquement, il me semble, du 22 au 7. Comme je dis, tous les jeudis, on aura des chiffres de l'emploi. Un chiffre de l'emploi. Et on aura surtout taux de chômage, voilà. Taux de chômage, le taux de chômage de 6 septembre, qui sera forcément le truc qui va être regardé, parce que c'est la moyenne de tous les taux de chômage avant. Donc le but étant de voir si on augmente, on est au-dessus de 4,3 ou si on ralentit. Effectivement, si on ralentit, enfin si le chômage ralentit, ce sera une très très bonne nouvelle pour le marché. À défaut, l'inverse, forcément, si on passe de 4,3 à 4,5, 4,6, ce sera absolument pas bon délire. Mais pour l'instant, voilà, les chiffres sont extrêmement bons. Ce qui fait que les marchés n'ont pas de grosses raisons de chuter. Aujourd'hui, on a eu les chiffres, ils ont chuté. Il y a eu des commentaires, je crois, un peu de Powell, etc. Il n'y a rien de dramatique, hein. C'est pas parce qu'on fait une journée à moins 0,6. Je veux dire, après avoir monté en ligne droite
C'est de 550 à 510 à 560 sur le SPY, donc plus 10%. On a le droit à avoir des petits pullbacks, totalement normal. Et ce qui fait à l'heure actuelle qu'en fait le marché déjà aussi, il va attendre ce qui va arriver demain. Et demain, parce qu'il y a un gros rendez-vous avec Jackson Hole, c'est un grand rendez-vous de Powell. Il y aura un discours de Powell à 16h. Donc ce sera vraiment le rendez-vous regardé, parce qu'en fait, typiquement, il va parler à des potentielles baisses de taux, que le marché n'attend que ça, hein, des baisses de taux, et qui fait que typiquement on peut le voir. Alors j'étais en train de regarder tout à l'heure avec. Typiquement en fait, attends, je vais zoomer parce que je pense que vous ne voyez pas. Hop, typiquement c'est les baisses de taux que les marchés anticipent. Donc à l'heure actuelle, on est en fait typiquement à un niveau de 525-550 et le marché il anticipe ça. On a 53% de chance de tomber à 475-500. Donc faire une chute. En fait, le marché, clairement, hein, il price une baisse des cuts. Des cuts à 53% de chance. On cut une fois, 39% de chance qu'on cut deux fois, et il y a une petite chance qu'on cut trois fois d'un coup. Bon, effectivement, c'est extrêmement unlikely, mais ces rates, forcément, changent énormément tous les jours. Dès qu'il y a que Powell parle, dès qu'il y a un nouveau chiffre des datas au niveau économique, le chiffre va se mettre à bouger. Donc ça, c'est pour le rendez-vous du 7 novembre. C'est 7 novembre, pardon. Le prochain, je me suis trompé. Le prochain, c'est le 18 septembre. Donc le 18 septembre, on price justement un current rate de la Fed entre 500 et 525. Donc là, on a 125, 150. Donc une baisse de taux de 0,25. On le price à 75%. Et il y a 25% de chance qu'on cut deux fois. Donc le marché anticipe à 100% une baisse de taux au prochain rendez-vous de la Fed. Donc c'est ça aussi qui stimule les marchés à la hausse, parce que les marchés à la hausse se disent, OK, on commence le cycle de cut de la Fed, donc les taux baissent, donc ça permet justement de pousser, de renforcer l'économie, hein, parce que typiquement des taux élevés ralentissent l'économie, les taux qui baissent l'accélèrent. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour tout ce qui est un marché obligataire, parce qu'il gagne aussi d'un autre côté, il gagne énormément, et aussi le marché action forcément derrière. Donc pour l'instant, voilà. Le prochain rendez-vous, c'est 28. Donc le prochain rendez-vous, pareil, il price. En fait, on a que du pricing de cut de taux dans les 3 prochains rendez-vous. Donc le marché anticipe, je crois que j'avais vu quand j'avais dézoomé, 6 baisses de taux au courant, 6 ou 5 baisses de taux au courant jusqu'à la fin de l'année. Alors pour moi, je pense que c'est un peu trop optimiste, hein, parce que on va pas se mentir, ça fait longtemps que le marché aime être optimiste. Je m'attends clairement à un prochain cut le 18 septembre. On sera quasiment sûr de j'aurais pas mis 100%, mais déjà, je pense que le speech de Powell de demain va nous donner une indication. Mais voilà, le marché s'attend à une baisse de taux, ce qui aussi renforce le fait que le marché action est extrêmement solide, parce qu'on a une économie qui reste à flot, avec des taux qui vont baisser. Donc le marché n'attend que ça en fait. C'est extrêmement bull pour les actifs financiers, donc ça fait plaisir au marché. Donc là, à l'heure actuelle, on a un peu justement sous les ATH. Hein. Donc derrière, si je déplace ça, hop, on peut clairement sûrement se balader ici pour relancer. Bon, je pense que le marché va aller plus vite que ça, mais on a une grosse zone, je pense, justement, de pullback qui va se faire acheter. Si on n'a pas de dégâts économiques, pour moi, tous les pullbacks seront à racheter. Maintenant, on n'est jamais surpris, soit d'un commentaire de Powell. Pour moi, ce ne sera pas le cas, mais on n'est jamais à l'abri d'un commentaire de Powell qui dit OK, on ne cut pas les taux, le marché anticipe 5 cuts de taux jusqu'à la fin de l'année, on ne va pas le faire, on en aura 2 maximum et clairement pas la semaine prochaine, enfin clairement pas au prochain rendez-vous. Du coup ça typiquement ça pourrait justement faire mal au marché, mais je ne vois pas les marchés aller chercher en fait sous les bottoms ici, on a vraiment fait à cause du carry trade etc. sans vrais dégâts économiques. Donc même pas des commentaires de la Fed, etc. Je parle même pas de ça, je parle de vrais dégâts économiques avec justement des chiffres de l'inflation extrêmement mauvais. Enfin des chiffres de l'inflation extrêmement mauvais, des chiffres de l'emploi extrêmement mauvais. Pour moi, on a vraiment check-out absolument tout ce qu'il fallait. Et maintenant, pour aller chercher encore plus bas, il faudrait justement des dégâts économiques qui sont réels, avec un potentiel de récession qui va augmenter. Donc voilà pour ça. Le Nasdaq, c'est un peu pas pareil. Hein. On va pas se mentir, en ce moment, je crois qu'il y a un peu une petite sous-performance du Nasdaq. Si je mets, ce sera l'inverse. Une petite sous-performance du Nasdaq depuis quelques semaines. Donc ça, par exemple, c'est une charte Nasdaq versus 500. Donc effectivement, depuis 2000, c'est pas étonnant, depuis 2002, il fallait mieux investir sur
le Nasdaq que le S&P 500, vous aurez surperformé 4 fois, de 0,26 à 0,86, hein, enfin 3 fois et demi quoi. Mais là, à l'heure actuelle, forcément, on est sur des niveaux extrêmement élevés, hein. Ceci étant dit, je reste aussi, je pense aussi que la tech va continuer à surperformer. En 2000, elle s'est fait vraiment casser les jambes parce qu'effectivement, il y a eu tout le délire de bulle Internet. Maintenant, en soi, on a des vraies sociétés qui ont des vrais impacts sur l'économie. On le voit que ce sont les sociétés technologiques qui sont celles qui performent, qui ont la plus grosse rentabilité des capitaux et de tout ce que vous voulez. Donc, en risque de récession, par contre, totalement, si demain on a une récession, effectivement, le Nasdaq pourrait chuter beaucoup plus fort que le S&P. Mais je vous parle dans les 10-20 prochaines années. Pour moi, le Nasdaq aura quand même une meilleure performance que le S&P. Mais donc là, à l'heure actuelle, justement, on a justement ce léger pullback. Après, je reste dans mon propre portefeuille, je reste 2 tiers S&P, 1 tiers Nasdaq. Parce que je me dis que je serai potentiellement plus agressif sur le Nasdaq quand on aura un pullback. Peut-être qu'on ne l'aura pas. Enfin, un pullback sur le spread. Donc, c'est des choses que peut-être qu'on n'aura pas, peut-être qu'on aura à voir. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ces choses-là. Pour les US, c'est à peu près bon. Une action que j'ai rajoutée en portefeuille que j'ai pas eu le temps de parler, qui est un peu con, parce que c'est un peu trop tard maintenant. Je l'ai rajouté au début de la semaine. C'était Zoom. On avait Zoom m'intéressait extrêmement parce que c'est une boîte qui s'est fait complètement écraser parce que par le marché, hein. Forcément une rentabilité folle pendant les années Covid. Derrière, la rentabilité n'est absolument pas sustainable. Donc le truc se crache totalement. Mais pour moi, c'était une société extrêmement bien achetée en termes de risk-reward. Parce que, c'est une société qui est totalement rentable. On peut le voir, hein, typiquement, si on le fait vite fait, les comptes de la boîte. Quand vous allez dans Statement de Cash Flow, ils ont un cash flow positif. Donc, un cash flow positif, ça veut tout simplement dire qu'ils génèrent vraiment du cash, hein. C'est pas parce que vous faites du earning, vous faites en français, les earnings, vous faites des profits que vous générez du cash. C'est deux choses différentes. Donc, le free cash flow, vous l'avez là, hein, c'est vraiment le cash généré par la boîte. Donc, on peut le voir que Zoom fait 1,5 milliard de cash par an, alors qu'elle est valorisée à 20 fois, décaler ça, hop. Elle est valorisée 20 fois, elle est même 15 fois ce qu'elle génère. Donc ça reste extrêmement faible, sachant qu'en plus la boîte en elle-même possède énormément de cash. Si on regarde par exemple, vous l'avez là typiquement, alors là vous avez le cash short-term investment, 7,5 milliards. Donc ils ont 7,5 milliards en cash. Ils ont 36 millions de dettes, donc ils n'ont absolument rien en cash, hein. Ce qui fait en net dette, ils ont une dette négative de moins de 7,5 milliards. Donc typiquement, en fait, quand on prend une boîte, souvent on la prend en retirant le cash. Donc en fait, on a l'enterprise value, qu'on appelle. Donc ça, c'est la vraie valeur de la boîte. Donc à l'heure actuelle, la boîte est valorisée à 10 milliards et elle produit 1,5 milliard de cash par année. Donc c'est une boîte qui est extrêmement faible, hein, et qui est valorisée extrêmement peu. Donc le marché a fini par le comprendre. Je vais dézoomer. Le marché a fini par le comprendre. Et derrière, en fait, je pense qu'il y a eu un short squeeze avec. Et en plus, je crois qu'il y a une news comme Cathy Wood a vendu. Donc forcément, si Cathy Wood a vendu par là, c'était le moment d'acheter. Malheureusement, c'était quelque chose que je voulais en parler plus en détail dans ma newsletter. Malheureusement, le truc a déjà pété. Donc il faudra voir s'il y a des pullbacks. Pour moi, moi, je suis déjà dedans, mais je renforcerai tout pullback si on revient tester au niveau des 60. Donc c'est une boîte qui a été rajoutée en portefeuille. Ah, pardon, j'ai pas vu ta question, Blast, de tout à l'heure. Quand tu dis 2 tiers S&P, 1 tiers Nasdaq, si tu veux être plus agressif dessus, comment serait la répartition? Tu veux être plus agressif dessus, qu'en sera-t-il de la répartition du coup? Typiquement, si je vois un gros drawdown sur le S&P slash QQQ, non, je sais pas si on inverse. QQQ slash S&P, si je veux être plus agressif, typiquement déjà ça induit qu'on retourne sur les niveaux de 0,67, hein. Et tout ce qui va être typiquement le marché, donc typiquement c'est un niveau qu'on atteindrait si on a une récession. À l'heure actuelle, je pense pas que le S&P en flat peut justement surperformer, juste parce que moi, si le marché va très bien, si l'économie va très bien, les méga caps continueront d'aller très bien. Mais dans le cas où les méga caps se font détruire parce que récession, elles sont extrêmement valorisées extrêmement haut, hein, on peut avoir une réalité qui les rattrape. Ça ferait que moi, au lieu de faire un DCA sur le PEA ou autre à 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers S&P, 1 tiers Nasdaq, je ferais l'inverse. Je ferais 2 tiers Nasdaq, 1 tiers S&P. Voilà. C'est comme ça que je le vois. C'est simple, c'est pas non plus du 90 Nasdaq, 10%. Vous pouvez le faire, hein, vous augmentez les risques, vous augmentez votre renta.
ça va de pair, hein. Mais il faut être secoué, quoi, effectivement, si on a une autre, enfin, si la récession dure plus longtemps ou si justement le spread est encore plus cassé, quoi. Mais voilà, donc c'est un peu ça pour ces questions-là. Après, en portefeuille, en valeur pure, moi j'ai que MSI et Adobe, donc typiquement, c'est des boîtes que je pourrais parler plus tard. Après, elles sont à des niveaux pas forcément achetables maintenant. Je les ai achetées plus bas. Donc, je préfère parler des actions pour vous inciter, pas vraiment, non, pas vous inciter à acheter, mais pour vous dire qu'à l'heure actuelle, ça m'intéresse. Et en plus, ces entreprises intéressent, en plus, elles sont achetables à l'heure actuelle parce que je les achèterai en soi en même temps que vous potentiellement. Bon, après, mon but, de toute façon, je doute que je vais faire un Discord de pump and dump en achetant des boîtes qui vaut 40 milliards, hein. Mais c'est toujours mieux faire en termes de professionnalisme. Autant si je vous chie quelque chose, autant que je l'achète en même temps que vous, quoi. Mon but, c'est pas vous dump sur la tête, quoi. Question de Painter. Moyen terme, 1 à 2 ans. Alors, il y a moyen terme, 1 à 2 ans, on peut pas vraiment appeler ça moyen terme. Mais à combien le risque d'une récession? Difficile à dire en soi. Je t'avoue que je suis de moins en moins convaincu de la récession. Après, peut-être que je suis de moins en moins convaincu de la récession parce que le marché fait que monter. Ça peut être complètement un biais psychologique, hein. Mais à l'heure actuelle, on a clairement une accélération de l'emploi, du son d'emploi, comme on l'a vu, hein, avec la courbe. Donc je ne vais pas dire qu'il y a absolument rien qui va mal. Je pense que j'en saurai beaucoup mieux au prochain mois. Tu vois, typiquement, parce qu'on a quand même pas mal accéléré les 2 derniers mois. Donc je suis très curieux du prochain chiffre. Si celui-ci ne ralentit pas, si celui-ci ralentit, je te dirais 10-15%. Si celui ne ralentit pas, ça pourrait monter à 35-40, quoi. Et voilà, après, ça peut être lagué. On peut augmenter et le marché continue à monter. Enfin, le marché, en fait, il y avait un peu un graphe qui faisait marrer. C'était un mec qui avait fait un paint, hein. Mais en soi, c'est ça. C'est en mode, je fais ça. Et ça c'est la courbe des stocks. Ouais, donc les stocks, c'est le prix, hein. Le prix des stocks. Le prix, il monte. Et en fonction de quoi? En fonction doesn't matter. Genre en mode, on s'en fout. Je vais pas écrire on s'en fout. Et le mec avait écrit en mode doesn't matter. Parce que la réalité est vraie. En soi, le marché s'en fout jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui casse. Donc le temps qu'ils comprennent que ça se casse, effectivement, on pourra avoir un pullback qui fasse mal. Après, le S&P, si c'était pour du long terme, c'est censé DCA, donc t'es pas censé être full all-in. Si tu veux mettre 20 000 euros sur la truc, t'es pas censé mettre d'un coup 20 000 euros. T'es censé les espacer. Mais même s'il y a récession autre, etc., on sait ce qui va passer. Récession, la Fed elle va paniquer et baisser les taux. Et derrière, ils vont potentiellement relancer l'imprimante monétaire. Donc le marché sait que maintenant comment ça marche. La réalité, c'est que les gouvernements ne veulent plus subir des vraies phases de décroissance de son emploi ou autre. Maintenant qu'on a ouvert la boîte de Pandore avec l'impression monétaire, elle a été ouverte il y a longtemps, hein, en 2008 déjà. Mais en 2008, on va dire c'était un cas ultime. On se dit, ok, ouais, c'est vraiment 2008, c'était vraiment l'apocalypse, on était obligé. Et le problème, c'est qu'on l'a ouvert de nouveau en 2020, mais de façon 100 fois plus forte qu'on l'a fait en 2008. Ce qui fait qu'il y a, une fois qu'on s'est habitué à le faire, à chaque problème de récession, à chaque fois on imprime, je suis quasiment sûr que la prochaine récession, pareil, on relance, les taux ils vont baisser, ce qui est normal. Et derrière, forcément, il y aura une impression monétaire pour soutenir l'économie, soutenir les nombres de son emploi. Donc effectivement, s'il y a une récession, qu'est-ce qui se passait? On peut faire facilement moins 20, moins 30, moins 40. Mais la réalité, c'est que qu'on fasse moins 20, moins 30, moins 40, pour mon portefeuille long terme, je m'en fous. Parce que je continuerai à acheter quoi qu'il en soit. Donc effectivement, la question, c'est est-ce que maintenant on vend tous nos actifs, on attend pullback? Non. Bon, je dis, le marché, il ne faut pas trader de façon binaire. C'est pas tout, je possède tout, ou soit je possède rien. Le marché peut mettre beaucoup plus de temps avant de justement que la récession arrive. Je veux dire que ceux qui attendent la récession depuis, qui crient, je sais pas, hein, ici, ça se trouve, je vous dis c'est hypothétique, hein, ça se trouve le marché va continuer de monter. Donc les gens qui sont out ici, ils attendent de rentrer. Et derrière, on a une récession, donc la fameuse récession que les gens attendaient. Et en fait, on arrive juste de nouveau au niveau où ils ont vendu. En fait, il n'y a pas d'intérêt à patienter full outside du marché. Le lump sum est censé être le plus rentable par rapport au DCA. 60-40 selon une étude de Stoll à voir. Ça ne m'étonne pas. Je pense qu'aussi ça dépend de la période qui a été prise en compte. Je pense qu'effectivement, en fait, la théorie du lump sum, c'est si tu rentres au pic d'un marché, forcément, en plus au pic en 2000,
forcément ta rentable va être pourrie. Et surtout la lump sum, en fait la lump sum est potentiellement beaucoup plus rentable, parce qu'effectivement ça fait depuis très longtemps maintenant que les marchés montent, et il y a des périodes où on avait toujours des returns, ça fait très longtemps, ça fait depuis les années 2000, on n'a pas eu de période où on a vraiment eu des retours, des périodes annualisées, on est près de zéro. Mais le point de la lump sum, c'est que, je sais pas, vous avez 100 000 euros, donc c'est tout votre argent, toute votre économie que vous voulez mettre, d'un coup vous le mettez sur les marchés font moins 40, vous flippez, vous n'arrivez plus à dormir, etc. Vous aurez beau dire ouais mais les études etc. Vous serez pas forcément très content. On va dire que c'est un peu une santé psychologique de justement rentrer peu à peu. Surtout si derrière on a effectivement une récession, vous êtes plus tranquille psychologiquement parce que vous pouvez racheter. Typiquement moi quand j'explique justement tous ces paramètres-là, quand j'explique à mes amis ou autres, justement, il faut créer un PEA, ce PEA-là, vous prenez ces produits-là, etc. Je ne leur dis pas, vous mettez tout et les achetez, parce que même eux, ils vont me regarder en mode, ah ouais, t'es sûr, vraiment, ils vont paniquer. Même si tu auras beau dire, ouais, mais statistiquement, j'ai raison, il y a aussi quand même une grosse côté psychologique que les gens ne peuvent pas forcément tanker. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Mais effectivement, si tu sais absolument tout, ça ne m'étonne pas que la lump sum est le plus rentable en termes de return sur les marchés. Mais voilà, c'est plus behavior comportemental dans le sens où effectivement, c'est plus dur psychologiquement de leur dire ouais, bah là, tu all-in sur le S&P et t'inquiète, il n'y a pas de problème. Et derrière, ça fait moins 30, le mec panique, t'auras beau lui dire ouais, mais statistiquement, machin, ça fait moins 30 avec 100% de son argent. Donc il sera pas forcément content. Donc je préfère toujours, quand je chie une stratégie d'investissement, c'est le DCA. Mais moi, effectivement, je suis plus dans lump sum. Mais ça, c'est différent. Puis après, tu peux DCA avec le salaire que tu as tous les mois ou autre. Ça aussi, quelque chose. Mais ouais, je suis curieux de l'étude. Voilà un peu du côté US. Je pense que j'ai pas trop de choses à dire. On peut regarder justement l'indicateur de la récession. Un des gros indicateurs de la récession, c'était justement le 10 ans, 2 ans, qui avait touché il y a quelques semaines l'inversion totale. Donc ils étaient repassés à zéro. On a complètement rejeté ce niveau-là pour l'instant. Donc cet indicateur est extrêmement bon justement pour dire que le marché price une récession ou pas. À l'heure actuelle, il rejette le pricing de récession. On est juste à la limite. Donc c'est un peu comme l'emploi. Hein. Si je vous mets ça avec l'emploi, vous allez voir, hein, tac, c'est le chiffre de l'emploi. Et justement, typiquement, c'est un bon indicateur avant que ça casse. Parce que, alors attendez, je vais virer c'est un peu ces cochonneries-là. Tac. On voit en fait typiquement, ça cross le zéro avant que le marché sans emploi explose. Ça l'avait cross là, ça l'avait cross là. Ça l'avait cross là. Covid, c'était exceptionnel. Hein. C'est du one shot, veut dire c'est une période, on va dire, statistiquement, je doute que ça se reproduise. Mais je pense qu'il faudrait que je calcule. Hein. On a eu ça à l'époque. Mais je pense que la période d'investissement au moment où le 10 ans, 20, 10 ans, 2 ans passe au-dessus de zéro doit être généralement la pire possible. Donc vous pouvez faire la stratégie que je ne recommande pas. Hein. Mais dès qu'on a cet indicateur-là, 10 ans, 2 ans, qui clôture des monthly, weekly au-dessus de zéro, de vous dire ok, je prends mes profits et j'attends. Je pense que ça peut être une technique. Je ne vais pas la faire mettre en place. Mais pour moi, typiquement, cet indicateur 10 ans, 2 ans, j'utilise seulement pour être en mode risk on ou risk off. Est-ce que vraiment je mets tout mon cash sur le marché ou pas? À l'heure actuelle, je ne suis pas 100% investi parce qu'effectivement, je suis dans une période où je me dis une réinversion de la courbe de taux. Donc, je préfère être défensif. Il y a clairement des indicateurs qui montrent qu'à tout moment, on peut avoir une récession. Cependant, comme je dis, hein, pour moi, à l'heure actuelle, je pense qu'on est à 15-20% de chance de récession. Et si demain, le marché price, on a des mauvais chiffres, ça peut être extrêmement rapide. Hein. Je veux dire, quelque chose qui casse, ça peut être extrêmement rapide sur les marchés. Donc voilà un peu pourquoi. La seule façon pour moi de me défendre contre ça, c'est d'avoir un peu de cash encore que je n'ai pas forcément mis sur le marché. Voilà. Alors, Nash me dit sans retrouver l'étude, je pense que ça explique assez bien par les institutions. Oui, bien sûr, totalement. En plus, si tu fais un DCA sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, plus ton DCA est long, plus tes intérêts composés n'ont pas le temps de surperformer là. Mais je pense qu'il y a quand même une grosse composante timing, c'est que c'est plus rentable, mais si tu arrives au pic, on va dire, de l'économie sur les marchés les 5 prochaines années, ça ne sera pas forcément le plus rentable. Quoi. Mais ça, après, c'est au moment où tu décides d'acheter le marché à 100% avec 100% de ton cash et c'est le top du marché ever pendant les 5 prochaines années, c'est vraiment que tu n'as pas de chance. Quoi. Mais tout est possible. Voilà un peu pour la fin du côté US. Est-ce qu'on passe du côté crypto? Ça vous va? Ou vous avez encore quelques questions, pas de questions du côté US? On va faire crypto, comme d'hab. On va me mettre sur ça. On va se mettre sur une autre charte. US 500. Non, qu'est-ce que je fais 500 les totaux. Hop. Qu'est-ce qu'on a sur les totales? Une zone. Alors les totales, on est en fois. On a fait une sacrée weekly. Hein.
sacré weekly de la mort. Derrière, on reste flat. Pour l'instant, on défend le niveau. Donc, on est plus en plus en train de me dire qu'effectivement, on a fait un gros sweep the low. Et on maintient la cible sur la weekly, donc on confirme en soi la pertinence de niveau où on est à l'heure actuelle. Mais je pense vraiment le frame qu'il faut regarder pour moi, c'est vous allez sur le BTC, je vous le mets à chaque fois, et vous allez en monthly, et là vous dites OK. Donc là à l'heure actuelle, je vais le mettre plutôt là pour être assez sympa. Je me rappelle que j'avais mis une charte il y avait quelques semaines. C'est Ponzi continue au-dessus de la barre bleue, le Ponzi est mort en dessous de la barre bleue. On est totalement sur ce mindset-là. Et donc, justement, la question, est-ce qu'on va clôturer la monthly 8-9 jours sur ces niveaux-là? Ça ferait que les niveaux sont totalement sauvés. Toujours, c'est important de regarder, c'est important de dézoomer. On peut le voir, même sur le trimestriel. On maintient le niveau. Tant qu'on maintient le niveau, pour moi, il n'y a pas de panique à avoir sur ces actifs-là. Après tout, pour moi, ces actifs-là ne sont que des actifs, c'est du Nasdaq, c'est du S&P, même si en ce moment c'est un peu plus faible, mais c'est du Nasdaq S&P leveragé. Si les US maintiennent leur cap, il n'y a pas de raison pour les cryptos de sell-off, encore plus qu'on a eu le sell-off, en dessous du sell-off qu'on a à l'heure actuelle, en dessous de 48K. Maintenant, si demain on rentre dans le scénario récession, effectivement, on va dégommer ces niveaux-là et aller typiquement taper rapidement. Vous avez un truc, vous avez les moving average, la classique. Hop, tac. Allez assez rapidement chercher les gros niveaux monthly, weekly, donc les autour des 40K, avec justement des niveaux monthly. Hop, ce sera des gros niveaux monthly. On avait un gros niveau monthly là, donc surtout au niveau des 36, qui est pour moi le plus gros niveau. En weekly, c'est peut-être même plus bas. En weekly, on en a un 32, mais on a un cluster justement à 36 en monthly. Et typiquement, c'est le cluster que moi je viserais si on arrive dans un cas de récession. C'est vrai que j'ai pas parlé de la Chine. Tu es re-rentré. Oui, je suis re-rentré sur la Chine, donc excusez-moi, maintenant ça va redump. Faire une aparté vite fait. Je refais une aparté vite fait de 2 minutes. J'avais du Alibaba, du FXI, qui est un ETF chinois, et du JD. Malheureusement, au vu de la pondération et au vu des news flow, pour moi ça m'allait pas. En plus c'était le news flow, en plus avec le carry trade, etc. Je pensais que ça allait se transformer en plus gros dégâts du côté de la Chine. Ce ne fut pas le cas. Donc j'ai largué les positions avant que ce soit la merde, mais il n'y a pas eu de la merde. Qu'est-ce que j'ai fait derrière? J'allais pas racheter les tops, j'allais pas chasser les tops, donc Alibaba Capel, donc je crois que j'avais vendu vers les 78, je crois un truc comme ça. Donc Alibaba, FXI c'est celui-là, je crois que j'avais vendu vers les 25. Ça m'embêtait un peu de racheter maintenant. Mais j'ai eu la chance d'avoir une compagnie que j'apprécie particulièrement, JD, qui elle a fait un pullback un peu plus violent. Donc j'ai pu racheter, je crois, hier vers les 26. Parce qu'il y a eu une news comme quoi en fait, c'est pas. Ouais, Walmart possédait des parts dans JD et ils ont décidé de les vendre. Donc, qui a fait que le marché a tanké de 10%. Donc, j'ai racheté la chute à 10% pour rentrer à peu près au prix où j'étais moi-même rentré avant. Parce que le news flow devient meilleur. L'économie est beaucoup plus résiliente que je ne le pensais. Et pourquoi JD? Parce que c'est une très bonne boîte dans le sens où ils font du fric. Vous pouvez aller voir. Ils font 6 milliards. C'est du yen. Non, je crois que c'est des bêtises. Non, c'est du USD. Ils font 6 milliards cash pour une market cap de 37. Donc 37, 6 milliards, c'est 6 fois, le marché price 6 fois ses résultats annuels. Cependant, la boîte a tellement de cash qu'en fait, la vraie valeur de la boîte, c'est 29. Donc en fait, on est plus autour de 4 à 5 fois la génération de cash. Pour moi, c'était une boîte qui m'intéressait extrêmement. Pour moi, elle est sous-valorisée. Elle avait 30 milliards en cash. Elle a 11 milliards de dettes, ce qui fait une dette négative de 17 milliards. Pour moi, il y avait tous les composants pour me remettre dedans. Donc, c'est ça qui m'a fait reprendre JD et pas notre boîte. Maintenant, le problème, c'est que maintenant que je suis rentré sur la Chine, ça va rechuter. On va pas m'en vouloir. Pour moi, JD est la meilleure boîte chinoise qui, en termes de méga cap, en termes de risque-rendement à l'heure actuelle. Donc, en plus, c'est pas mal. En fait, pas mal d'accumulation. On a un pattern en B d'accumulation. Donc, ça, c'est pas mal. On va voir maintenant qu'on passe au-dessus du POC et qu'on vient chercher la prochaine zone, les 40 et derrière les 64. Donc voilà, la partie sur la Chine.
Pareil, hein, je reparlerai peut-être plus en détail justement de toutes les maths que je vous ai montré vite fait. Je referai, si le cours n'a pas trop pump, je referai une newsletter dessus. J'incorporerai peut-être justement dans la prochaine un petit aparté sur le stock que j'ai pris. Parce que sauf si je la fais pas, je la fais 2 semaines après, et ben en fait le titre aura déjà fait plus 10, donc c'est un peu chiant. Mais voilà. Pour revenir au BTC, donc voilà, pour moi le full focus que vous devez avoir, c'est déjà Powell qui parle demain, qui pourra pas mal bouleverser les marchés, et surtout la tenue monthly que les bulls doivent maintenir et les bears détruire. Après la daily en soi, il n'y a rien. Hein. La daily, on a réintégré le range, on s'amuse, on se fait chier. Classique, hein. Des périodes comme ça. On a eu un gros choc de volat, derrière on flat. Déjà au moins on flatte pas, c'est déjà mieux de pas flat en soi en bas. On aurait pu break le range, flat en bas et rebreak derrière. Là on a ravalé assez fortement, hein. Et on a ravalé fortement parce que les US ont ravalé fortement, hein. Et maintenant on se maintient autour des 60K, donc je pense qu'en intraday il n'y a rien à faire, hein. En tout cas pas sur l'actif BTC. Il faut juste attendre la monthly. La monthly, les US. Voir un peu comment ça va être dans les prochaines semaines. Le THBTC tire toujours la tronche, hein. On attend toujours le rebond, hein. Mais ça c'est. Je pense que j'ai réduit ma pondération de THBTC. Pour l'instant, ça ne marche pas. Et je reste de conviction de si on maintient le range à l'heure actuelle ici, on finit par le casser. Donc faire le prochain push, hein. Le prochain push à 90-100K. Je sais pas combien de temps ça mettra, hein. Ça, on s'en fout un peu le timing, on peut pas l'avoir. Mais en tout cas, au moment de la cassure, on aura très certainement une dominance qui va continuer à skyrock. Et une fois qu'on va flatline un peu autour des 80-90K, c'est là où la dominance va complètement chavirer, hein. Pour vous faire, peut-être ce sera plus simple. Si le BTC mène forcément le marché, et s'il mène le marché, c'est une dominance qui va vers le haut. Donc s'il mène le marché vers les 90-100K, voire plus, la dominance montera en fait. Donc on pourra aller taper facilement les 59, voire les 61. Donc toujours appuyer de façon excessive sur le THBTC à la baisse. Mais je reste convaincu qu'on aura un shot d'alt, hein. Potentiellement, je doute fortement qu'on retourne autour de 40%, mais au moins retourner autour des 50%, qui va créer potentiellement ce que les gens appellent le bull market, hein. Et pour moi, c'est un peu, c'est vraiment le bull market des alts peut-être, mais le bull market a déjà commencé, hein, depuis FTX. Plus forcément, si vous avez acheté des cryptos qui n'ont pas performé par rapport au BTC depuis FTX, je peux comprendre que vous êtes biaisé sur le fait que le bull market n'a pas commencé. Mais on va plus dire la phase bullesque des alts clairement pas commencé, elle commencera une fois que le BTC sera proche de son top. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il faut attendre justement que le BTC tienne la zone or break pour qu'on arrive au niveau du top. Cependant, il y a une bonne crypto qui montre des bons signes de vie. Avax, je crois qu'il y a eu une news aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle a surperformé. Mais on peut voir depuis quelques temps, si je regarde Avax BTC, moi j'en avais repris légèrement en portefeuille. On était sur un support weekly. Après, pour l'instant, comme je dis, je ne me précipite pas sur les alts, parce que pour moi, la dominance va continuer à monter. Pour l'instant, je n'invite pas de BTC vers des alts. Et typiquement, Avax serait potentiellement candidat. Je pense que j'aurai 3 candidats, hein. Ce sera ETH, bien entendu, Solana et Avax. Moi, c'est les 3 qui sont vraiment intégrés dans le marché et qui ont un market cap assez suffisant. Et c'est pas du shit. Ça reste du shitcoin, forcément, mais on va dire que c'est un peu plus. Il y a pire en termes de shitcoin. Solana, on voit forcément en weekly. On allait chercher les 17, hein. 17 qui était typiquement, si je viens un peu toutes ces conneries-là, qui était le POC de volume qu'on avait fait à l'époque. Pile poil, hein. Je vous l'avais dit, hein. Je vous l'avais pas eu de 17. Je sais pas si, je sais plus qui voulait. Je crois que c'est Nash qui était intéressé à ce prix-là. Je sais pas si on a pris. Mais c'était typiquement le POC de volume, donc là où le volume a été beaucoup plus traité pendant le dernier range, hein. Donc à cette époque-là et à cette époque-là, hein. Donc ça fait office de totalement de support et qui a relancé Avax. Donc maintenant, on a une structure qui est vraiment pas dégueu. On a des bottoms de plus en plus hauts. À voir maintenant si c'est vraiment le début ou une énième fin. Voilà un peu pour ça. Vous avez des questions aux autres niveaux alt? Je peux faire un peu vite fait ETH. ETH, j'ai plus l'impression qu'on arrive effectivement on est un peu stuck. On a clairement une rupture, hein. La rupture qu'on a eue à 2008, pour l'instant, on n'a pas récupéré le range qu'on avait à l'époque, là où le BTC l'a fait. On a une gueule un peu moins belle, hein, sur l'ETH. Je vous l'accorde. Ce sera déjà beaucoup mieux une fois que l'ETH aura repris les 2008-2009. Pour l'instant, paye pas de mine, pas dingue.
On reste sur autour de la MM200, hein. Donc c'est quelque chose qui arrive rarement en dessous quand on est en bull market. Donc c'était un bon moment pour ceux qui ont essayé de rentrer sur ces mèches-là. Non, à voir. À voir, ça sert à rien forcément d'acheter un actif qui va sous-performer encore pendant 10-15% parce que le BTC va casser ses ATH. Mais il sera déjà directement beaucoup plus intéressant une fois qu'il va reclaim ses 2009. Voilà. Regarde Jumia. Je connais pas du tout Jumia. Je sais pas si c'est du troll. Oula. Jumia, c'est ton petit stock picking Afrique, non, c'est pas ça? Provision logistique, Pan-Afrique e-commerce. Ah oui, c'était la boîte d'e-commerce africaine. Ah bah justement, merci de me la dire, parce que je crois que j'avais un peu le seum de l'avoir pas repris la dernière fois, mais peut-être que maintenant ça peut être intéressant. Le premier truc qui me saute aux yeux, c'est qu'elle n'a pas de dette, plus de cash que de dette, donc elle a moins 80 000. Elle a une enterprise value inférieure à ce qu'on en pense, donc elle a 400 000 de market cap. Elle fait des cash flows positifs. Ça, c'est typiquement des genres de boîtes que je n'achète pas. Cash flow est négatif. Après, c'est totalement normal dans une boîte de e-commerce qui investit à mort. C'est quelque chose que moi j'ai du mal à investir parce que je ne sais jamais quand celle-ci arrivera. Après, on le voit, hein. Elle a eu un Q1 positif, donc on voit que par rapport à quelques quarters, on arrive sur quelque chose de positif, donc avec quarter positif. Mais ça peut être intéressant. Il faudra que je dise plus en détail, et si elle m'intéresse, je vous en parlerai forcément à vous aussi, hein. Que ce soit sur cash flow ou sur les propres learning directement, les income, pas dingue quoi. Mais c'est typiquement normal dans une boîte de croissance qui investit énormément, qui ne cherche pas la rentabilité au début. Mais on a une news de pourquoi elle a chuté autant? C'est vraiment le résultat qui n'a pas plu? Ah, elle a augmenté. Ok, ils ont fait une augmentation de capital. Ils ont augmenté 100 millions. Ils ont levé 100 millions en créant 20 millions de nouvelles shares. Après, c'est classique des marchés financiers, hein. C'est le but des marchés financiers, hein. C'est de lever du cash. Et du coup, ça explique aussi pourquoi elle a 100 millions de cash dans la boîte. Ah, mais super, super que tu m'en parles. Je la ferai en détail. Et si vraiment elle me plaît, bah, je vous la partagerai, hein, parce que forcément, sur le papier, à un prix intéressant. Elle a beaucoup de croissance, la boîte, quoi. Et on arrive sur un pic de croissance un peu plus morflé. Après, je sais pas, Afrique, mais c'est où en Afrique? Je sais pas, il y a beaucoup de choses aussi à savoir. Les revenus viennent de où? West Afrique, North Africa. Donc c'est typiquement des choses que peut-être économiquement parlant, pour l'instant, ça marche pas des masses. C'est pour ça qu'il y a un ralentissement. C'est une bonne chose à savoir. Pour l'instant, elle reste chère, je trouve, enfin chère. Quand juste je regarde le PE, mais si derrière il y a de la croissance qui revient, forcément, ce n'est pas cher sur le papier. Mais ouais, intéressant, intéressant. Je l'examinerai et j'en reparlerai sûrement du coup dans ma newsletter si elle est intéressante. Sinon, pour moi, c'est à peu près tout. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez d'autres questions ou pas. Autour de 15%. Ouais, j'ai vu 15%. Après, là, ça ralentit un peu. Mais c'est peut-être conjoncturel, c'est peut-être juste une phase. Bon, c'est beaucoup plus complexe que juste regarder les chiffres et se dire ok, c'est nul ou c'est bien. Mais voilà, ça donne un peu un truc. Donc, je sais pas si votre question, vous avez une autre question sur une autre boîte ou autre. Pour moi, j'ai fait le tour. Donc, je reste sur Twitter, ça. Je parlerai un peu plus en détail, peut-être sur Twitter demain, des éléments qui ont été dits. Sinon, bah, on se retrouve mercredi prochain ou jeudi prochain pour. Peut-être que je les ferai les jeudis maintenant pour voir les chiffres de l'inflation, enfin, les chiffres de l'emploi. C'est quoi la news sur Avax? Avax, c'est une news, je crois, ils ont Templeton, donc le asset manager, a créé leur premier. C'est ouf. Donc, il y a un trust, mais ça, on s'en fout. C'est quoi la news? Tu peux acheter maintenant des bonds américains sur un fonds et le fonds est digitalisé sur la blockchain Avax. Donc maintenant, tu peux moins détaillé que la news que je voyais. Mais typiquement, il y a eu un fonds Temple, bien ou pas, j'ai un doute. Franklin Templeton qui a été mis sur blockchain Avax. Donc forcément, les institutionnels arrivent. C'est ce qui intéresse forcément ce qui a donné le petit pump sur la journée, quoi. La news en elle-même est quand même très bon signe, hein. Enfin, très bon signe. Pas non plus à dire que c'est le Graal. Il faut voir un peu la directive ou la suite des asset managers, mais de toute façon, clairement dans un monde où ça coûte très cher aux asset managers en termes de frais, qui est compliance, tout ce qui est back-office, où on va avoir la déclaration des transactions, etc. Et cette personne a acheté ça, cette personne a acheté ça, qui a ça, qui a quoi pour garder les traces. Et typiquement, forcément, la blockchain, hein, est typiquement une technologie qui permet de couper les coûts sur toutes ces problématiques-là. Donc, si des technologies qui permettent de couper des coûts aux asset managers, ils ne demandent que ça, hein, ils ne demandent que ça d'augmenter leur marge, de virer des gens et d'augmenter leur marge. Clairement,
les prochaines années, je pense que ce sera un phénomène. La question, c'est les asset managers-là vont aller sur quelle blockchain. Ça, il y en a qui vont sur Avax, il y en a peut-être qui vont sur d'autres, sur Ethereum. Ce sera toujours intéressant de voir un peu. Alright, Zoharton qui arrive en retard. Tard pour la leçon. Mais on va se quitter là, du coup. Je pense que la plupart des questions ont été répondues. Zoharton, je ferai en sorte d'avoir la live room sortie demain. Tu auras toutes les datas assez rapidement. Mais en soi, pour un TLDR, il n'y a pas grand-chose qui sont passées. Le marché reste résilient. Il n'y a pas à paniquer à court terme. Right, c'est bon pour vous. On se retrouve la semaine prochaine. Et voilà. Donc à la semaine. Bonne soirée à tout le monde. Tchuss.